Bon, chers parents, il fallait bien qu'un moment on reparle de l'admirable gestion de la crise sanitaire par M. Blanquer. Alors, on a eu de magnifiques envolées lyriques à ce propos. Notre politique de test a été très volontariste depuis la rentrée de septembre. Comme je le dis depuis le début de cette crise, l'école n'est pas une variable d'ajustement. L'école est fondamentale pour tous les enfants. Tout est prêt pour demain, vous écoutez, monsieur le ministre. Oui, tout pour est la prêt semaine pour prochaine, pour mardi. Ici, nous allons énumérer la liste des défaillances du ministre pendant la pandémie, ce qui va nous permettre d'évoquer quelques éléments, je dirais, représentatifs de sa façon de faire. Accrochez-vous, c'est parti! Comme à son habitude, il avait commencé par du déni, nous assurant que les écoles ne fermeraient pas. Mais vous n'avez pas l'hypothèse, vous avez tout fermé. Ça ne se produira pas. Ça veut dire que ça n'est pas sur la table, clairement. Ça n'est pas sur la table parce que ça n'aurait pas de sens. Pour se faire contredire quelques jours plus tard, il a ensuite minimisé ces fermetures avec des petits éléments de langage et de la communication, voire il a été demandé explicitement de cacher les fermetures à cause des absences des collègues positifs. Ça devrait nous révolter, alors que ça nous étonne même plus. On s'est un peu ramolli la France quand même avec les siècles. Il a aussi tenté de minimiser les risques de contamination à l'école, alors que clairement leur fermeture est utile. Il a aussi menti sur le nombre de cas, alors que les lycées ne bénéficiaient pas des mêmes protections que les autres lieux de 1000 personnes, voire il y en a qui servaient à faire des dîners clandestins. Et oui. Exactement, ouais. T'es bien renseigné, toi. Puis, il a fait croire, ou ignore, mais peu importe, qu'être vacciné n'empêche pas de contaminer les autres. C'est une logique très rationnelle, hein, en réalité, puisque c'est le message que nous passons depuis le début. Quand vous êtes vacciné, vous ne risquez pas de contaminer les autres. Alors... Même si, attention, c'est prouvé que ça réduit les risques. Quant à ces campagnes de tests salivaires, antigéniques et d'autotests annoncées en grande pompe, eh bien, elles n'ont rien donné du tout. Mais il se permet, comme toujours, des petits arrangements avec la vérité. Ce qui nous a permis cette exception française, c'est plusieurs choses, mais notamment la stratégie tester, alerter, protéger. Ça a commencé avec les tests antigéniques au premier trimestre, ça a continué avec les tests salivaires au deuxième trimestre, et maintenant, avec le troisième trimestre, ceci est complété par les autotests. Vous avez promis une campagne massive de tests sur les enfants. Les tests salivaires, c'était pour la rentrée des vacances scolaires. Où est-ce qu'on en est? Et on en est quasiment nulle part, Myriam, et c'est pour ça que je vous en parle. Parce qu'à écouter le ministre claironner qu'on allait voir ce qu'on allait voir avec ces tests salivaires dans les écoles, beaucoup de parents, moi aussi, ont cru qu'on allait effectivement compenser le fait que les écoles restent ouvertes par des tests massifs pour détecter les contaminateurs. Eh bien non. Il y a en France 6 600 000 élèves dans le primaire. La semaine du 22 février, on en a testé 27 000. Selon mes informations, 32 000 la semaine suivante. Et la semaine dernière, 73 400, pas un de plus, c'est moins de 1% de la totalité des élèves. Autant dire rien du tout. Et pourtant, ce matin, Jean-Michel Blanquer sur RMC a annoncé des chiffres plus élevés que ça. Oui, parce qu'en fait, Monsieur Blanquer, il parle d'un objectif qui n'est bien sûr pas atteint. Le ministère avait prévu un certain nombre de tests. 70-80% des parents ont accepté que leur enfant soit prélevé. Et c'est ce chiffre que donne le ministre, le nombre de papiers signés par les parents. Ça ne veut pas dire du tout que les tests ont été réalisés. C'est pas le cas. En fait, pour savoir les bons chiffres, il faut demander à l'assurance maladie. Elle les a puisque c'est elle qui les rembourse. Alors j'imagine que vous avez passé un petit coup de fil au ministère. Je vous connais, Géraldine. Ils répondent quoi? Alors, ils répondent qu'en fait, le but, c'est pas de freiner l'épidémie, mais de faire des études pour savoir comment le virus progresse. Et heureusement que c'était très volontariste. J'attends avec impatience la campagne de vaccination au lycée. Aura-t-il tiré des enseignements de ses échecs? On ne sait pas. Les jours précédant les fermetures furent des moments absolument délicieux. Monsieur Blanquer a juré que tout était prêt, et 2 fois en plus. Vous n'êtes pas prêt? Oui. Alors si, nous sommes prêts. Tout est prêt pour demain, vous écoutez, monsieur le ministre. Tout est la prêt pour semaine prochaine, pour mardi. Vous le dites ce matin, il n'y aura pas de saturation. Non, il n'y aura pas de saturation. Mais... Puis, devant le plantage complet des logiciels surchargés, il a invoqué les célèbres hackers russes, dont il n'est pas à exclure qu'une partie soit en fait des élèves avec ce qu'on appelle des VPN, ou encore il a accusé l'entreprise OVH qui n'y était absolument pour rien. Cet homme arrivera-t-il un jour à admettre publiquement qu'il a tort, au lieu de se chercher des excuses qui confinent au ridicule? On l'a déjà vu à l'épisode 4, mais on vous a fait croire que le bac 2021, avec le grand oral et la philo, s'était bien passé, alors qu'il était inutile dans ce contexte et mal organisé.
comme on a tenté de vous faire gober que l'enseignement hybride valait un enseignement normal. Monsieur le ministre a aussi annoncé les mesures de protection et les protocoles au dernier moment par voie de presse, plutôt que sur nos adresses personnelles, ce qui est source de cafouillage, tout autant que c'est irrespectueux. Comme si les masques trop petits et toxiques, c'était pas assez déjà. Surtout que ça contredisait souvent ce qu'il a prétendu pendant des semaines. D'ailleurs, un de nos syndicats a fait une superbe vidéo là-dessus, elle est dans la description, comme d'autres sources. Il a ensuite voulu promouvoir de faire école dehors, un jour il pleut. Mais quel échec! Ce retour de karma. Alors aussi, ça s'est un peu gaussé de mettre des moyens. Il y aura des professeurs en renfort à la rentrée pour combler le retard accumulé éventuel des élèves à cause de cette nouvelle année. Il y aura des mesures permettant d'avoir de l'accompagnement personnalisé. C'est notamment dans ce qui concerne le collège, l'opération Devoir fait qui va prendre encore plus d'ampleur. Et quelque chose de comparable au lycée que nous sommes en train d'ajuster, dans le dialogue social d'ailleurs. Mais comment dire, si c'est comme les 54 heures d'orientation de l'épisode 1, ou les cours de théâtre de l'épisode 4, eh bien va rien avoir du tout. Mais il semble que quelques recrutements aient été faits en supposant qu'on était en congé. Ce qui n'est pas sans rappeler l'histoire des profs qu'on voulait envoyer cueillir des fraises alors qu'on bossait. Il y a eu magouille aussi sur les profs remplacés, tout en se permettant de faire croire que les collègues avaient disparu et qu'ils allaient être sanctionnés, alors qu'ils étaient peut-être tout simplement malades ou sans solution informatique. Car il faut rappeler qu'on bosse avec nos ordi perso, nos connexions et nos caméras. Bon, depuis cette année, on a une prime d'équipement informatique de 150 € par an, c'est déjà ça, mais ça fait pas aller bien loin. Après, pour être tout à fait honnête avec vous, moi j'étais clairement pour qu'on reste ouvert en grand. Le mode hybride, je le sentais pas du tout. Et en fait, ça aurait été possible, mais avec des vrais moyens, comme dans d'autres pays. Les purificateurs d'air, les détecteurs de CO2, le remplacement des fenêtres qui s'ouvrent pas, ça, on les a pas vus. Quand il fallait aller jouer au beach volley, il y avait du monde, mais quand il faut prendre des vraies décisions, il n'y a plus personne. Allez, une petite dernière, très récente pour la route. Le pourcentage de profs vaccinés est annoncé dans les médias, mais sans source. Comme ça, bon, on sait pas d'où ça sort. Ça peut arriver. Alors pour l'instant, on a un bon taux de vaccination des professeurs. Alors au moins 70, on pense qu'on est maintenant à 75% des professeurs ont eu une primo-vaccination. On dit des chiffres à la volée. Il y a des enquêtes, et parfois ces enquêtes, elles ont le statut de ne pas être communicables. Soit c'est la Sécu qui lui fait les infos, soit il nous fait son petit numéro de com habituel. D'ailleurs, on avait demandé à être prioritaire, comme dans d'autres pays. Surtout qu'on est celui qui a le plus maintenu les écoles ouvertes. Eh bien, les plus de 55 ans, enseignants, y ont eu droit une semaine après les autres. Ça pourrait être une blague, mais c'est vrai en fait. Il paraît d'ailleurs qu'à cette occasion, Monsieur Macron a déclaré que c'était pas les enseignants qui allaient redresser le pays. Alors, quand on est au gouvernement du dit pays depuis 2012 et qu'on sait pas gérer un crue démographique, normalement, on la ramène pas. Mais bref, c'est pas un peu bizarre que quelqu'un qui soit autant contredit par la réalité soit toujours ministre? Comment peut-on tolérer un tel grand écart entre les paroles et les faits? Normalement, pour 10 fois moins que ça, c'est la porte. Rien que le « oui, tout est prêt dans les écoles pour les cours à distance ». Mais ça vaudrait un renvoi immédiat normalement. Mais enfin bon, ce cher Monsieur Blanquer semble bénéficier visiblement d'une sorte d'immunité, au moins médiatique. Est-ce que c'est parce que le directeur de l'AFP est un camarade de promo d'Emmanuel Macron? Ou parce que France Télévisions, malgré des poches de résistance, est une officine aux ordres du pouvoir? Ou parce que les grands médias appartiennent en fait à des milliardaires qui parfois soutiennent, voire ont financé, la campagne du président? Peu importe. Le fait est que quand des vrais journalistes ont joué leur rôle de contre-pouvoir en sortant le scandale du syndicat Avenir Lycéen, que Blanquer a financé avec notre argent et qui finalement a disparu en fait en alcool, et ben dans les autres journaux, ça s'est pas pressé au portillon pour relayer le scandale. Quand je pense que dans les pays nordiques, des ministres ont sauté parce qu'ils s'étaient payés des Toblerone avec la CB du travail, ça fait rêver hein. En fait c'est un peu de ça dont je voulais parler dans cet épisode. Monsieur Blanquer a des idées complètement ubuesques et sa réforme est catastrophique. Par quels moyens arrive-t-il à le masquer et à les faire passer ces idées? Dans le premier épisode, on avait vu que le journal l'Obs avait bidonné les chiffres des spécialités de terminale pour faire croire que les élèves avaient fait des choix originaux et s'étaient emparés de la réforme, alors que le rapport avait bel et bien prouvé qu'en fait il reconstituait des filières. Là, il s'agissait clairement de malveillance et d'une volonté de soutenir le ministre. Mais parfois, c'est un peu plus technique, un peu plus subtil, et les journalistes ne le détectent pas. Prenons un exemple avec l'inénarrable Pierre Mathiot. Et oui, je suis sûr que vous l'attendiez. Sur France Inter, il avait en effet mesquinement essayé de nous vendre sa tambouille en nous disant que « Oh, ça va,
tous les lycées de France ne proposaient pas toutes les filières, donc je peux vendre ma réforme où il n'y a pas toutes les spécialités. Prenons les chiffres, 84% des lycées d'enseignement général proposent les 3 séries. Vous voyez, on n'est pas à 100% qui proposent les 3 séries. Avec la réforme, 92% des lycées vont proposer les 7 spécialités de base. Alors, sauf que, suivez bien, attention c'est subtil, les 16% de lycées restants, c'était juste des petits lycées qui n'avaient pas de filière L, ce qui ne compromettait en rien l'orientation des élèves, puisqu'après ES et S, on pouvait quasiment tout faire. Alors qu'avec sa réforme, une spécialité importante qui manque, genre SES, eh bien c'est foutu pour certains vœux. Donc déjà, c'est plus grave. En plus, si on parle en nombre d'élèves, si ça se trouve, les 8% de lycées qui n'ont pas une spécialité importante sont peut-être d'assez gros lycées, qui comptent plus d'élèves que les 16% de petits lycées qui n'avaient pas de filière L. Alors j'ai pas les chiffres, mais ce que je sais, c'est que c'est trompeur de toute façon de parler en nombre de lycées et pas en nombre d'élèves. Mais ça, seul un contradicteur sérieux et renseigné peut le voir. Un journaliste généraliste normal, il va pas le détecter, quand bien même il ne serait pas qu'un vulgaire passe-plat complice. Or, en 4 ans, de mémoire, M. Blanquer a toujours été tout seul en interview, sauf une fois sur France Culture. Pourquoi donc ? Je suis sûr qu'il serait archi mauvais en débat et il se ferait manger tout cru. Au passage, l'absence de spécialité à certains endroits est encore un exemple d'inégalité dont il se fiche. Outre les médias, M. Blanquer manipule éhontément des chiffres issus de sondages. J'avais dit il y a 1 an et demi que je ne trouvais pas trace de l'enquête avec 40 000 élèves. 40 000 lycéens ont été consultés, il y a eu 40 000 lycéens consultés. Eh bien, grâce à ce livre, j'ai pu remettre la main dessus. 55% des élèves disent qu'ils seraient d'accord avec un tronc commun et des options. Sauf qu'à aucun moment dans le sondage, il n'est précisé que ce sera avec l'obligation d'en supprimer une ensuite, et la quasi-obligation de choisir les maths, vu son absence en tronc commun. De toute façon, des lycéens étaient-ils les mieux placés pour voir les conséquences néfastes de cette organisation-là? Bah non. Surtout que, quelques questions après, on voit que modifier simplement les filières arrivait en 3e position dans leurs réponses. Le ministre invoque aussi un autre sondage, disant que les élèves sont heureux de sa réforme à 58%. La dernière que j'ai vue, c'est 58% d'approbation de la réforme du lycée. Et bah, 42% de mécontents, c'est beaucoup pour se permettre d'affirmer ça partout. Les élèves de première, en général, sont heureux d'avoir pu choisir beaucoup plus. J'invite chacun à regarder tous les endroits où on vit avec bonheur cette réforme. En plus, on leur a demandé en septembre. Pourquoi ne pas leur redemander après Parcoursup, par exemple? Ou après leur première année de supérieur, quand ils se rendent compte qu'ils ont des lacunes, surtout pour les scientifiques. En plus, il y a un truc indispensable en sciences qui n'est pas présent ici. C'est ce qu'on appelle une expérience témoin, pour que la comparaison soit valable. Y a-t-il 42% d'élèves qui étaient malheureux dans l'ancien lycée? Ce qui serait intéressant, ce serait de demander à des gamins qui ont fait par exemple seconde et première dans l'ancien lycée, puis première et terminale dans le nouveau, suite à un redoublement. J'adorerais qu'on missionne des sondeurs comme l'IFOP ou le CSA pour une enquête large, mais bon, ils appartiennent à des milliardaires qui ont des intérêts à défendre. Est-ce qu'on peut vraiment compter sur les instituts de sondage? Et ouais, c'est comme la presse en fait. Et puis étrangement, quand le sondage porte sur la laïcité, et que 52% des élèves sont pour un retour des signes religieux, ça minimise. Mais un récent sondage de l'IFOP montrait qu'au fond, une courte majorité de lycéens se déclaraient favorables à l'autorisation des signes religieux à l'école. Est-ce que vous pensez qu'on est en train de changer de monde, ou est-ce que vous pensez que le combat laïque, au fond, est un combat ringard aujourd'hui ? Non, alors, comme vous dites, une courte majorité, ça veut dire quand même on est un peu dans le 50-50. Alors, je dis pas que je suis pour, évidemment, mais tout ce qui concerne la laïcité et la religion, c'est très très loin d'être dans nos préoccupations principales. Un syndicat, qui est pourtant abonde dans le sens du ministre, réalise chaque année un baromètre sur plusieurs milliers d'enseignants. Et les problèmes de gestion à cause de la laïcité sont décrits par 7% des collègues, surtout dans les académies d'Île-de-France et de Lyon. Par contre, on est environ 45% à vouloir prioriser sur l'aide aux élèves et la lutte contre les inégalités. Dans cet autre sondage, la laïcité a été englobée dans un package qui n'arrive qu'en 5e position de nos priorités, la première étant de transmettre des savoirs fondamentaux, évidemment. Malgré l'assassinat tragique du collègue dans le Val d'Oise, nous savons que ces problématiques ne sont pas généralisées, et nous avons beaucoup d'autres chats à fouetter. Pourquoi nous pondre un grand plan de formation machin chouette, si c'est pour nous détruire le lycée à côté? Et pourquoi 2 poids, 2 mesures entre un sondage sur sa réforme et un sur les signes religieux? Sachant en plus que quand c'est pour le son SNU à la noix là, il n'y a pas d'histoire de signes religieux. Et au passage, le ministère avait censuré la lettre lue en hommage à Samuel Paty. Par exemple, ils ont remplacé fierté et tendresse par fermeté et tendresse. On ne sait pas pourquoi. Et ils ont viré un paragraphe sur l'autonomie des enseignants, mais ça on se doute bien pourquoi. En tout cas, pour honorer la liberté d'expression, je pense que c'était un peu moyen. Mais bref,
Les moments où la laïcité revient sur la table sont souvent, pas toujours, des moments où le ministre a besoin de lancer un écran de fumée pour qu'on ne parle pas des vrais problèmes, et notamment de son incompétence. Ainsi, lorsqu'il n'est pas dans le déni de réalité, il peut pas tout le temps le faire non plus, là. On nous monte en épingle des polémiques sur l'écriture inclusive, dont on a, mais alors, rien à faire. En 12 ans, j'ai vu 2 fois des collègues l'utiliser. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit peu plus grave? Comme par exemple, des élèves plantés par sa réforme, ou les inégalités qui se creusent. Ah non, pardon, j'avais oublié, faut pas en parler de ça. Et le coup des tenues républicaines, non mais là... Alors en fait, il faisait juste 35 degrés, dans des salles sans clim, bondées à cause de sa réforme, donc les garçons venaient en short débardeur, et bah les filles venaient en short crop top. C'est logique. Ça va aller, on s'en fiche, il y a vraiment beaucoup plus important niveau éducation. Hein. Et puis la tenue républicaine de Marianne, l'emblème de notre République, moyen quoi. Bon, plus sérieusement, j'ai personnellement peu de doutes sur le fait que les vraies raisons du maintien des écoles ouvertes sont au nombre de 3. La première, c'est l'économie. Madame la ministre des Transports a clairement dit qu'il fallait que vous, parents, puissiez aller travailler. Déjà, avant, on pouvait avoir l'impression de faire plus de la garderie que de l'instruction pour de futurs citoyens, mais alors là... Et pourquoi les écoles primaires plus que les lycées? On s'y contamine plus? Bah non, en fait, c'est parce que ça coûte plus cher de PIB. Vu que les lycéens, bah ça se garde un peu tout seul. À part ça... L'école n'est pas une variable d'ajustement. Si c'était vraiment le cas, j'aurais pas eu à faire les 5 épisodes précédents. La deuxième, c'est à mon sens parce que M. Blanquer savait très bien que nos logiciels ne supporteraient jamais l'enseignement à distance. Il voulait à tout prix éviter que ça se voie pour préserver sa sacro-sainte image. Et j'ai peut-être une 3e hypothèse à formuler. Si les écoles primaires fermaient trop, les élèves allaient forcément moins performer aux évaluations qu'il a mis en place. Or, c'est sur elle qu'il se base pour justifier sa politique des dédoublements et faire croire qu'elle est plus pertinente que le dispositif d'avant, plus de maîtres que de classes, que beaucoup de collègues instits regrettent. On commence à voir justement au travers d'évaluations les premiers bénéfices de ces réformes. Bon déjà, on a vu à l'épisode précédent qu'il a enterré le rapport qui concernait ce dispositif. Mais ensuite, devinez quoi? Ces évaluations sont largement critiquées, et notamment, des gens compétents ont mis en évidence qu'ils bidouillaient les chiffres et s'arrangeaient avec la vérité. Bon, comme d'habitude quoi, hein. Les liens sont en description, comme toujours, et il semblerait finalement que l'augmentation de niveau se trouve dans la fourchette basse de ce type de dispositif. Et ce, pour un coût monstre, et des effets pervers nombreux. En effet, à cause de cela, les classes de CM1 et de CM2 sont surchargées. Et comme on a mis les enseignants les plus capés sur les CP, CE1 dédoublés, histoire d'être sûr que ça marche bien aux évaluations, ce sont parfois des enseignants inexpérimentés qui ont les classes surchargées. Mes collègues de collège disent que cela se ressent de plus en plus à l'entrée de la 6e et que ça leur complique la tâche. De toute façon, la réduction des effectifs, c'est efficace seulement jusqu'à un certain point. Par exemple quand ils sont 35 comme avec sa réforme, hein. Mais c'est pas une solution miracle de faire des tout petits groupes. Plus globalement, dans le livre dont j'ai déjà parlé, mais aussi dans cet autre ouvrage au titre explicite, il est stipulé que M. Blanquer n'en est pas à son coup d'essai. On vous l'avait vendu comme venant de la société civile, mais en fait, il était déjà numéro 2 du ministère sous Sarkozy. Et il avait fait d'énormes dégâts en essayant d'imposer par la force ses lubies sorties de son chapeau, en dépit de leur nullité évidente, et du fait que, comme à peu près tout ce qu'on voit depuis le début, elles posent plus de problèmes qu'elles n'en résolvent. Petit florilège, c'est lui qui avait imposé que les jeunes stagiaires de 22 ans soient balancés en service complet de 18 heures sans formation et avec mémoire à rendre, ce qui est bien sûr complètement absurde et entraînait surménage, maladie et démission. 3 ans après, on est revenu à la raison en les remettant en formation à mi-temps, mais le ministre n'a pas dit son dernier mot, nous en reparlerons dans le dernier épisode. L'idée de ficher et trier les élèves dès 5 ans, qui avait été abandonnée, mais qui revient sur la table également, c'était à ce moment qu'il l'avait faite. Les internats d'excellence, déjà évoqués, et décriés pour leurs coûts et leurs principes, c'était aussi à cette époque. Il avait aussi émis une idée grandiose lorsqu'il était recteur de Créteil. C'était de payer les élèves décrocheurs pour qu'ils viennent en classe. Et ben je crois que même moi j'aurais fait exprès de sécher les cours. Il est bien vite revenu sur ses pas cette fois, comme quoi, quand il avait des idées complètement absurdes, il savait faire marche arrière à l'époque. Dommage qu'il n'en soit plus tout à fait capable aujourd'hui, parce que le SNU, l'absence de maths en tronc commun, l'obligation de supprimer une spécialité en terminale, le grand oral sans figure en sciences, les épreuves en mars et tout Parcoursup s'est arrangé dans le même tiroir et oublié. Il s'était aussi fait connaître pour avoir fait passer le budget de l'éducation nationale de 28% du total à 21% du total, et pour avoir supprimé 80 000 postes de profs. Et maintenant qu'il veut mettre le paquet sur le primaire, il se permet de dire ça. Pas plus de 24 élèves par classe. Vous voyez, là on en est loin. Oui, mais justement, mais nous arrivons de loin sur ces questions. Bah oui, mais
c'est lui qui a tout cassé. Plus gênant encore, il y a sa fâcheuse tendance à instrumentaliser la science à propos des méthodes de lecture. Vous commencez à connaître le personnage. Lorsqu'il croit avoir une bonne idée, il fait tout ce qu'il peut pour essayer de l'imposer en dépit des faits, quitte à s'arranger avec la réalité. Et bien là, on est en plein dedans. Il a monté un conseil scientifique très homogène sur le plan de la pensée et mené par le médiatique Stanislas Dehaene, qui prône, sur la base de données faméliques, que la méthode de lecture syllabique est la seule qui vaille, le fameux BABA. Il voue une détestation viscérale à la méthode de lecture globale, tout comme M. Blanquer, qui s'est ensuite permis de faire produire un guide des prétendues bonnes pratiques de lecture, inspiré de ses soi-disant recherches, et l'a fourni à tous les profs de France, comme si ça allait être mieux que des manuels scolaires, rédigés à plusieurs par des gens super expérimentés. Sauf que, on a en France un chercheur appelé Roland Guagou, dont les manuels sont très appréciés, qui a montré à l'aide de données recueillies sur des milliers d'élèves tout au long de sa carrière que la méthode d'apprentissage modifiait peu le résultat des élèves. C'est parce qu'en fait, il y a beaucoup d'autres critères qui entrent en jeu, comme le relationnel de l'enseignant, l'état émotionnel de l'élève, etc., etc. Le conseil scientifique lui-même utilise parfois ces travaux, sauf quand ça ne l'arrange pas. Ce n'est donc pas de la science, mais de l'idéologie, au service des obsessions ministérielles. Mais à part ça, on dirait une vraie secte. Notre capacité à être de vrais démocrates, c'est-à-dire des personnes qui refusent la violence et qui acceptent facilement la confrontation, le fait qu'on n'ait pas les mêmes idées, mais qu'on doit échanger autour de cela, c'est ça la démocratie. En plus, sur le terrain, la méthode globale n'est pas utilisée toute seule. La très large majorité des professeurs des écoles adoptent une méthode mixte, empruntant au syllabique et au global, car il n'y a pas vraiment le choix dans notre langue compliquée. C'est beaucoup de bruit et de gâchis pour rien cette histoire. Le pire, c'est que le syllabique pur permet de déchiffrer, mais donne pas forcément bien accès au sens des mots. Donc les études d'ampleur montrent que les meilleures méthodes sont celles qui travaillent toutes les dimensions de la lecture et de l'écriture. Un autre neuroscientifique de renom, Olivier Houdet, dit aussi que se focaliser sur la méthode, c'est rater le nœud du problème. De plus, il a refusé de siéger dans ce conseil, pas du tout scientifique en fait, car selon lui, les données expérimentales, quand bien même elles seraient honnêtes, n'ont de toute façon pas à contraindre les enseignants. Elles n'ont qu'une valeur informative. Vouloir contraindre au lieu de convaincre, cela provoque un rejet de la part des gens, un peu comme pour le pass sanitaire en fait. La dernière vidéo de la série concernera justement l'autoritarisme dont le ministre a fait preuve pour bousiller d'une part le lycée de vos enfants, mais aussi le métier de prof et l'ensemble de notre système éducatif, tout en étouffant les contestations. En attendant, résumons ce 6e et avant-dernier épisode. En matière de gestion de crise sanitaire, Monsieur Blanquer a voulu nous rassurer. Notre politique de test a été très volontariste. L'école n'est pas une variable d'ajustement. Vous n'êtes pas prêts ? Oui. Alors si, nous sommes prêts. Elle a en fait révélé sa façon de faire ce qu'on peut appeler de la propagande idéologique. Alors il a d'abord nié le réel, puis a ridiculement essayé de manipuler divers indicateurs de la pandémie, voire a carrément menti, sans jamais mettre de véritables moyens pour que la scolarité de vos enfants se poursuive dans de bonnes conditions, et tout en accusant les autres pour ses propres fautes. Énorme. Il bénéficie d'une certaine complaisance, voire carrément de complicité, au sein de la presse française, qui ne lui apporte jamais de vraies contradictions, voire pousse pour ses réformes. Il n'hésite pas à créer des polémiques stériles qui masquent les vrais problèmes qu'il pose et les vrais scandales qu'il concerne. Il a aussi la mauvaise habitude de s'arranger avec les données des sondages, des évaluations, voire carrément de corrompre la science pour imposer les idées farfelues qui l'obsèdent, comme la lecture uniquement syllabique, et ce en dépit de la réalité et de l'expérience de terrain. Une touche d'espoir, la plupart des dégâts qu'il avait causés lorsqu'il était au ministère sous Sarkozy ont été réparés. On peut espérer qu'il en sera de même pour sa réforme du lycée, qui pose 10 fois plus de problèmes qu'elle n'en résout.